Jeanne Boizek, je suis journaliste et bienvenue sur Les Jours, le Making of, le podcast des jours.fr. Le 11 novembre 2016, Olivier Bertrand se faisait arrêter en reportage à Gaziantep par la police turque. Pendant 3 jours, il est en rétention. Cela faisait 1 an et demi qu'il couvrait la Turquie pour Les Jours. Aujourd'hui, il vient nous raconter ce qui lui reste de cette enquête. Bonjour Olivier Bertrand. Depuis avril dernier, tu ne peux plus retourner en Turquie. Tu enquêtes donc depuis la France. Mais je me demandais d'abord, est-ce qu'il te reste de ton travail du terrain un sentiment, un son ou une odeur ? Il me reste un peu tout ça de mon travail. Mais si je devais plutôt retenir quelque chose de précis, peut-être une odeur. Moi, je suis assez matinal, dans la vie en général, et encore plus quand je suis en reportage, je me lève très tôt. Et j'avais une petite habitude quand j'étais à Istanbul, j'habitais toujours au même endroit, chez une logeuse qui m'hébergeait gratuitement pour les jours. Et j'allais tous les matins acheter un petit simit, c'est un petit pain au sésame, on en achète partout dans Istanbul. Et j'allais directement dans une fabrique, en fait chez des boulangers qui fabriquent en gros des simits. Et je descendais manger mon simit au bord du Bosphore en buvant un petit thé. Voilà, c'était mon souvenir de tous les matins. L'odeur du simit me manque beaucoup. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la Turquie ? Pourquoi tu as choisi ce sujet-là ? Quand on a lancé Les Jours, on savait qu'on voulait prendre le temps. On savait qu'on ne voulait plus de rubriques. Par exemple, on voulait absolument pas avoir une rubrique monde ou étranger où il aurait fallu tout couvrir. Et avec nos moyens de façon extrêmement superficielle, on s'est dit il faut choisir un pays. Et puis pendant l'été 2015, il s'écrivait un petit peu des choses sur la Turquie, je lisais énormément et je me disais mais en fait c'est là qu'il y a tous les enjeux qui nous intéressent en fait, la confrontation et les aménagements entre l'islam et la laïcité, la crise migratoire, le terrorisme, le régime autoritaire qui monte, l'intégration européenne, autant d'enjeux qui concernent la Turquie mais qui nous concernent nous, voilà donc tout bêtement. Toi, tu avais une appétence particulière pour ce pays avant de commencer ? En tant que journaliste, tu avais déjà travaillé sur la Turquie ? Non, j'avais jamais travaillé sur la Turquie et moi j'aime beaucoup quand je commence un sujet ne jamais avoir travaillé dessus. Je travaillais avant à Libération, j'étais parti à Lyon, j'avais jamais mis les pieds dans la ville, juste traversé le tunnel de Fourvière. Et après j'étais parti à Marseille, que je connaissais un petit peu mais très peu. Et je trouve ça très bien d'arriver quelque part avec un regard très neuf. Parce que des choses évidentes vous sautent, vous êtes très vite à l'essentiel. Donc je ne connaissais pas la Turquie, j'y ai passé 3 jours en amoureux 10 ans ou 12 ans auparavant, dans une ville et dans une société qui a complètement changé. Pour le reste, je ne connaissais rien. Et là encore, on revient un petit peu au modèle des jours, qui pour moi est essentiel dans cette histoire. C'est-à-dire que si j'avais bossé dans un autre média, je pense que 10 jours après mon début dans la rubrique, il fallait qu'il y ait un premier papier, voilà, parce qu'on pousse, parce qu'il faut aller vite. On a choisi de se donner les moyens d'aller en profondeur, de rester longtemps, de rester en la durée, du moins quand on n'est pas expulsé. Et donc, j'ai eu 6 mois entre le choix du pays et puis le moment où on publiait pour commencer à travailler, donc pour rencontrer du monde, lire des thèses, enfin. Vous arrivez dans un pays avec un regard complètement neuf et en même temps, très souvent, je connaissais mieux l'histoire de l'Empire ottoman ou l'histoire de la Turquie contemporaine qu'une partie des gens que je rencontrais en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à mon avis à cumuler quand on est journaliste si on veut apporter quelque chose au lecteur. Est-ce que tu as senti des pressions avant même de te faire arrêter ? J'ai pas senti de pression. Ce que j'ai senti, c'est que mes interlocuteurs étaient de plus en plus inquiets. Ça, c'est sûr. Un écrivain que j'allais voir à chaque fois que j'allais à Istanbul, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un très trans-milieu, qui connaît très très bien la bourgeoisie stambouliote notamment. J'allais le voir à chaque fois, on parlait énormément. Et un jour, je suis chez lui, c'est après le coup d'État, et puis je lui dis, je donne son prénom, et je lui dis, mais je te cite dans mon papier quand tu me dis ça ? Et il se marre et il me dit, mais Olivier, les gens que tu aimes en Turquie, plus jamais tu vas les citer. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, là tu peux le citer par contre. Voilà, c'était une première alerte. Et puis dans cette même période après le coup d'État, tous ceux que je rencontrais se cachaient en fait. Je ne pouvais plus citer personne. Quand je rencontrais un avocat, quelqu'un qui plaide, quelqu'un qui... il est arrivé que je rencontre des avocats en périphérie très loin d'Istanbul et je prenais une première voiture, on me laissait à un endroit où une deuxième voiture me prenait en charge et là on s'arrêtait à un feu rouge, l'avocat montait avec moi derrière sur la banquette arrière et je l'interviewais pendant 1 heure pendant qu'on tournait dans la ville parce que l'avocat avait peur, enfin voilà. Donc tout ça je le sentais monter très fort. Moi je sentais pas de pression de danger pour moi. On a toujours eu des procédures ici quand on bosse avec Les Jours, c'est-à-dire que moi, je suis très prudent en fait. Être journaliste c'est absolument pas être tête brûlée et foncer partout pour ouvrir toutes les portes, et non, c'est avancer de façon très prudente et de façon assez déterminée. Je ne sentais pas spécialement de pression.
jusqu'au moment où la police est arrivée. Et c'est quelque part après que vous refaites le film. Et je pense que les sujets sur lesquels j'étais en train de travailler fait qu'à un moment donné, ça se resserre autour de vous, mais vous ne le sentez pas tout de suite. Dans ton métier de journaliste, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as couvert la Turquie ? Dans le sens, est-ce que cette enquête que tu as menée t'a marqué au point de ne plus exercer ton métier de la même manière ? Peut-être que ce qui a le plus changé, c'est la sécurité dans mon travail, la sécurité de mon ordinateur, de mes téléphones. Et c'est quelque chose en fait d'essentiel, qui n'est pas du tout anecdotique cette fois, puisque de cette sécurité dépend la sécurité de vos sources. En fait, pendant les 3 jours que j'ai passé moi en cellule, je n'avais qu'une obsession, c'était si jamais ils arrivent à craquer mes téléphones. Je suis assez prudent, je ne mets pas dans mes répertoires des numéros qui ne doivent pas y être, mais vous pouvez toujours avoir envoyé un petit SMS ou avoir appelé quelqu'un, vous l'effacez, mais on retrouve toujours dans une mémoire cachée. Donc mon obsession, c'était s'il craque un téléphone, je peux très bien envoyer quelqu'un en prison. Et à la période où j'ai été arrêté, ce qui se passait dans les commissariats et dans les prisons était vraiment pas drôle en Turquie. Donc peut-être que je suis encore plus prudent. D'ailleurs, quand j'ai essayé de repartir en Turquie, en avril, 6 mois après avoir été arrêté, je suis parti avec un téléphone neuf, qui n'avait jamais servi, une puce dedans qui était neuve et un ordinateur qui valait quasiment rien, mais qui était neuf, voilà, où il n'y avait aucune mémoire. Il y a une 20aine de personnages dans ton enquête, une 50aine d'articles. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es particulièrement intéressé ou une rencontre particulièrement marquante pour toi ? Plein de gens me viennent en tête. Peut-être ce que je retiendrai, c'était dans une petite ville à Cizre, qui est au Kurdistan, où j'avais pu aller juste à la levée du couvre-feu. Et les populations de cette ville venaient de vivre de mémoire 5 mois ou 6 mois de couvre-feu total, sans avoir le droit de sortir de chez elles. Et là, quand je suis arrivé, j'ai pu rentrer dans la ville, malgré tous les barrages successifs. Et il y a une famille qui m'a accueilli et hébergé. Moi, je l'avais pensé que j'allais trouver une chambre d'hôtel, mais il y avait juste un hôtel, il était archi plein en réalité. Et le père de la famille m'a dit « Mais tu vas dormir chez nous, c'est pas un souci, on va t'héberger, toi et ton photographe. » Et donc, je suis resté dans cette famille. Le soir, à 18h, il y avait le couvre-feu pour la nuit qui tombait. Et j'avais laissé mon sac dans la voiture. J'avais une voiture de location pour mon reportage. Et mon sac était dans le coffre à l'arrière. Et là, je dis, mes affaires sont dans... Et donc, je vois tout le monde qui blémit, qui me dit, t'as besoin ? Je dis, bah non, c'est pas très grave, mais voilà, Et ils me disent, bon, viens, on va y aller quand même. Et le père est resté en bas à l'entrée de l'immeuble pour surveiller. Le fils avec moi a couru jusqu'à la voiture. On a peut-être mis 20 secondes, 25 secondes. Mais dans toute leur angoisse, je réalisais à quel point ce couvre-feu était quelque chose d'extrêmement pesant, d'extrêmement dangereux. Et ensuite, on est rentré. On a fait un repas assez fabuleux avec tous les gens qui habitaient dans l'immeuble, ou une bonne partie des gens. Et toute la soirée, les gens étaient comme ça. C'est-à-dire que les gens vivaient beaucoup entre eux dans l'un des immeubles pendant la durée du couvre-feu. J'ai partagé ça avec eux et c'est une famille à laquelle je tiens beaucoup. Tu as été retenu par les autorités turques et ensuite expulsé. Aujourd'hui, tu ne peux plus retourner en Turquie. Mais du coup, est-ce que tu as un regret ou quelque chose que tu t'étais promis de faire, un reportage ou une interview que tu n'as pas pu faire du coup ? Malheureusement, il y a beaucoup de sujets que j'aurais aimé faire, mais peut-être ce qui me manque le plus, un sujet que je m'étais promis de faire, c'est dans un petit village alévi. Les Alévis sont une petite minorité religieuse, notamment en Turquie. Ce ne sont pas des sunnites dans un pays sunnite. Et il y a un tout petit village, c'est une minorité qui a toujours été opprimée, comme avant elle, les Arméniens, les Juifs, les Grecs en Turquie. Et il y a un petit village où il y a quelques centaines d'habitants qui vivent. Et puis le gouvernement a décidé d'installer à cet endroit-là un camp de réfugiés syriens, donc sunnites, de 6000 personnes, qui était pour la population une façon d'assimiler complètement cette population. Ils étaient complètement terrorisés. J'ai réussi à rentrer là aussi difficilement avec mon photographe. C'était complètement bouclé. On est passé par un champ en voiture pour réussir à rejoindre le village. Et là, quand on est arrivé, les personnes qui étaient dans le village ont fait passer l'information que des journalistes venaient de loin pour raconter la situation. Et tout à coup, les gens, c'était au sommet d'une colline, et les gens sont arrivés de partout des champs, en fait, c'était en plein après-midi. Les gens sont remontés pour nous rencontrer, et plein d'entre eux sont passés chez eux prendre à manger du miel, de la crème, des fruits. Enfin, je parle toujours de bouffe, mais des fois, c'est sur la nourriture que se gravent des moments importants, moi, je crois. Et je m'étais vraiment promis de revenir là-bas une fois que le camp aurait été installé pour voir où ils en étaient, et je leur en avais fait la promesse. Ça, c'est une grande frustration, oui. C'était Les Jours, le making-of, épisode 3. Les enquêtes sur la Turquie d'Olivier Bertrand sont disponibles sur le site des Jours. Elles s'appellent La Charnière et La Bascule. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, nous envoyer vos questions, vos suggestions à contact@lesjours.fr ou directement à moi, jboezek@lesjours.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.